de Laurent Gbagbo, c'est que pour lui, son arrestation remonte au 11 avril, c'est-à-dire le jour où effectivement il est découvert dans les ruines de son palais, et à partir de là, ensuite il sera transféré à Korogo. Mais il le dit et il le souligne à plusieurs reprises, à la suite de bombardements français, à la suite de menaces ou de menées de chars français qui entouraient sa résidence, et il conclut d'ailleurs ce passage en disant, je cite, « C'est l'armée française qui a effectué le travail ». Et là c'est important parce qu'il y a déjà une prise de position avant même que lui soit signifié clairement les charges qui pèsent contre lui. On lui a signifié, il a dit qu'il les avait comprises, mais on n'a pas été sur le fond dans cette audience préliminaire. Avant même qu'on aborde le fond, eh bien, il y a déjà un élément politique important qui est celui qui consiste à souligner le rôle supposé ou réel attribué à l'armée française au moment donc de l'installation du président Alassane Ouattara. Adama Diobandé, merci d'être toujours avec nous. On l'a entendu tout à l'heure, Toussaint Allain, le conseiller de Laurent Gbagbo, a qualifié sa comparution d'erreur judiciaire et de tromperie. Quelle est votre réaction? Je ne vais pas répondre à M. Alain Toussaint. L'ex-président Laurent Gbagbo vient de le désavouer. Il a dit qu'il est bien à La Haye, qu'il est bien, il est content d'être à La Haye. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Content d'être à La Haye, vous l'interprétez peut-être? Oui, ben, il a dit, hein, tout le monde a entendu. Il est bien traité. Les conditions de détention à La Haye étaient correctes. Les conditions sont correctes. Il est bien, il est soigné. Il a souligné. Et M. Gbagbo peut se sentir heureux. L'exemple récent, c'est M. Kadhafi. Tout le monde entier a vu comment Kadhafi a été tué, massacré. Le souci du président actuel, Alassane Ouattara, était de préserver la vie de M. Gbagbo Laurent. Mais en écoutant M. Gbagbo, il oublie qu'il a fait un déni de démocratie, il a usurpé le pouvoir et qui a fait plus de 3000 morts. Il oublie ça. Et quand il veut se déchausser sur la France n'a pas bombardé son palais. La France, l'ONU a demandé à la France d'intervenir parce qu'il était en train de massacrer sa propre population. Et c'est pour cela qu'il est devant la Cour internationale. Aujourd'hui, M. Gbagbo semble amnésique. Il ne sait pas ce qu'on lui reproche. Il oublie qu'il a usurpé le pouvoir, qu'il a fait massacrer ses propres citoyens, qu'il a accumulé des armes de guerre au palais de la présidence. On verra ce qui lui est reproché le 18 juin. Et je pense que le procureur, la Cour pénale internationale, a suffisamment de preuves pour lui montrer qu'il est un criminel. Il n'est plus président de la République. C'est un criminel qui se trouve devant la Cour internationale. Justement, Gauthier Rybinski, ces éléments qui pourraient nourrir ces charges contre... Quels sont-ils, ces éléments? Ces éléments sont des éléments qui On rappelle qu'il est pour l'instant soupçonné. Soupçonné, alors effectivement, accusé. C'est l'audience du 18 juin que vous mentionniez tout à l'heure et que la juge a mentionné, qui sera chargée, cette audience, de préciser effectivement les charges retenues contre Laurent Gbagbo, c'est-à-dire les charges de crimes contre l'humanité. Là où il y a un problème, on va dire, à la fois de procédure et de fond, c'est que ces charges ne concernent que la période entre l'élection présidentielle de 2010 et l'arrestation de Laurent Gbagbo à laquelle il a fait allusion au mois d'avril 2011. Or, il est évident que depuis des années, depuis même les toutes premières années de Laurent Gbagbo au pouvoir, et on pense notamment à 2002, il y a eu déjà des soupçons, des preuves qui ont été accumulées contre lui, mais qui n'ont pas pu être utilisées, notamment pour des exactions commises contre la population civile. Et ça, c'est toute l'ambiguïté de cette procédure qui, bien sûr, va avoir à juger quelque chose de gravissime, mais qui ne
concerne qu'une toute petite partie du règne, si on peut l'appeler ainsi, de Laurent Gbagbo. Des élections législatives sont prévues le 11 décembre en Côte d'Ivoire. Hein. Le camp Gbagbo a annoncé qu'elle les boycotterait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la démocratie, vous qui la défendez dans votre pays, et pour un retour des tensions? Pas du tout. Il y a des conseillers français de M. Laurent Gbagbo qui avaient prévu que si Gbagbo quittait le pouvoir, la Côte d'Ivoire allait s'embraser. Mais aujourd'hui, notre pays est en marche. Gbagbo a été transféré à La Haye. Il n'y a pas eu de problème. Les élections vont se faire et je prédis que même dans la région des naissances de M. Gbagbo à Gagnoa, les gens iront voter tranquillement. Aujourd'hui, le FPI avait la chance de faire marcher la démocratie en Côte d'Ivoire si M. Gbagbo se retirait d'une manière correcte. Il allait avoir un débat. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de ne pas aller aux élections. Mais la Côte d'Ivoire tournera sans le FPI et la démocratie sera en marche sans M. Laurent Gbagbo, qui a fait un déni de démocratie. Est-ce que vous pensez que cette opinion du parti de Laurent Gbagbo tient à l'arrestation, c'est-à-dire au transfert qu'il vient de subir à La Haye, ou simplement au fait qu'il était déjà détenu en Côte d'Ivoire? Je veux dire par là, s'il n'avait pas été détenu en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que son parti aurait joué le jeu des élections? De toute façon, ce parti a joué toujours avec la politique. Leur ambition, c'était de retarder les élections au maximum, marchander avec la réconciliation. C'était leur plan. Donc, si le parti se dit « je suis pris aujourd'hui », ils savaient très bien que Laurent Gbagbo finirait à La Haye. Le président n'a jamais fait mystère. Bien avant, l'ancien président de la République, M. Kona Bédié, avait mis en garde Laurent Gbagbo. Et 2 jours avant le transfert de M. Gbagbo à La Haye, les SMS circulaient. Si vous recoupez les déclarations de M. Alain Toussaint, vous verrez qu'ils étaient parfaitement informés. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments. Politiquement, ils seront effacés de la surface. Ce n'était pas le souhait du président de la République. Et je peux vous dire, il y a des indépendants aujourd'hui qui concourent à ces élections-là, qui participent à ces élections, qui viennent du FPI. Donc, ils vont battre campagne. Et puis, la Côte d'Ivoire va reprendre sa marche. On va retrouver tout de suite Cyril Vanier, notre envoyé spécial à La Haye. Cyril, vous avez suivi cette première audience de Laurent Gbagbo. Que retenez-vous de l'audience de comparution initiale? Tout d'abord, je retiens 2 choses principalement, mais ce qui était le plus frappant, je pense que ce que beaucoup d'Ivoiriens attendaient de voir également, c'était l'attitude, le comportement qu'adopterait Laurent Gbagbo. On a vu un exemple de ses talents d'orateur public, de tribun, qui ont fait de lui une figure centrale de la politique ivoirienne et un politicien aimé d'une partie tout à fait conséquente de la population ivoirienne. Il a parlé calmement, il a parlé posément, il semblait sûr de lui, sûr de son fait, sûr de ses propos. À plusieurs reprises, on l'a même vu sourire. Il s'est permis plusieurs traits d'humour. Il semblait tout à fait serein. Et c'est vrai qu'on se demandait quelle serait l'attitude de l'ancien président de la Côte d'Ivoire que son avocat décrivait comme étant sous le choc, mais combatif. Eh bien, aujourd'hui, il a paru plus combatif que sous le choc.
Et puis, deuxième élément à retenir, il a utilisé la plateforme qui lui était donnée aujourd'hui, parce qu'il savait très bien que tous les médias, toutes les caméras étaient braquées sur lui, étaient pendues à ses moindres paroles. Il a utilisé donc cette plateforme qui lui était donnée, à nouveau, pour attaquer la France, dont il dit que ce sont les chars de l'armée française, une cinquantaine de chars, qui l'ont entouré dans les derniers jours avant sa capture. Et il a bien expliqué que c'était des hélicoptères français qui ont bombardé la résidence dans laquelle il se trouvait, que c'était l'armée française, ce sont toujours les propos de Laurent Gbagbo lui-même, qui l'avait remis aux mains des forces pro-Ouattara. Et donc c'est un discours connu dans la bouche de Laurent Gbagbo, puisque dans les mois qui ont suivi la crise post-électorale, il n'a eu de cesse de remettre en cause le rôle de la France, d'accuser la France d'intervention, d'interventionnisme dans les affaires ivoiriennes. Et donc c'est quelque chose qu'il a à nouveau répété pendant cette comparution. Cyril Valnier en direct de l'AE. Merci Cyril. Une dernière question à Adama Diomandé. Pourquoi le procès n'a pas lieu en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pas un risque pour la démocratie? Est-ce que ça veut dire que la justice ivoirienne n'est pas sereine, n'est pas capable de juger le cas Gbagbo en premier? Nous venons de 10 ans de désordre. Et puis l'ancien président Laurent Gbagbo n'a pas mis les conditions idéales pour une justice sereine en Côte d'Ivoire. Mais c'est Alassane Ouattara maintenant qui est au pouvoir. Oui, mais ça fait que 7 mois qu'il exerce réellement le pouvoir présidentiel. Et aujourd'hui, les Africains, moi je n'ai aucune honte qu'un Africain soit jugé à La Haye. Parce que l'Afrique n'a pas les conditions réelles de justice pour juger un président qui a fait massacrer sa population. Le cas d'Hissène Habré est là, ça fait 20 ans qu'il est au Sénégal, qu'il n'a pas pu être jugé. Donc, le fait que l'ancien président Laurent Gbagbo soit le premier président jugé à La Haye, qu'il soit africain, noir, ne me pose pas de problème. Il est là en tant qu'un criminel, un président qui a fait massacrer sa population. Merci Adama Diomandé, merci Gauthier. Adama Diomandé, président de l'Association ivoirienne pour la défense de la démocratie et des libertés. L'actualité de ce lundi, marquée également par une série d'élections dans le monde. En Russie, le parti de Vladimir Poutine a remporté les législatives. Russie Unie conserve la majorité absolue à la Douma, mais avec seulement 13 sièges d'avance. C'est le plus mauvais score du parti depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Les résultats sont quasi définitifs. Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev n'obtient donc difficilement qu'un peu plus de la moitié des sièges à la Douma, ce qu'on appelle la majorité absolue en Russie. C'est tout de même 15 points de moins qu'en 2007. Une chute que le président russe préfère prendre avec humour. Russie Unie va sans doute rentrer au Parlement. Russie Unie apparaît comme le premier parti du pays. C'est la force politique la plus importante de ce nouveau Parlement. La plus importante peut-être, mais désormais moins imposante que lors des précédentes législatives.